Êtes-vous prêt pour l'impact? C'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Et je reçois aujourd'hui Stéphane Le Gentil. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le directeur général de Sofiac France. C'est quoi Sofiac France? Son rôle, ses métiers, ses missions? C'est une société qui est là pour aider les entreprises à décarboner. D'accord. Voilà, si je résume. Par de l'investissement, c'est ça? En particulier en prenant en charge l'investissement qu'elles ne prendront pas en charge ou qu'elles ne peuvent pas prendre en charge. En fait. Ouais. Alors l'idée, l'entreprise, elle est née au Québec, c'est ça? Oui, l'idée d'origine, c'est né au Québec il y a à peu près 5-6 ans. Ouais. Ça a bien marché au Québec. Et puis, on a décidé de répliquer la même chose en France. Et donc, nous, on s'est créé et lancé en 2024, début 2024 en France. D'accord. Avec quel type d'outils? Qu'est-ce que vous proposez? Si on rentre un petit peu dans le détail. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aider l'entreprise à déjà déterminer quel projet elle peut faire pour décarboner, pour réduire ses consommations d'énergie. On va aller voir combien ça coûte. Et on lui propose en fait de prendre en charge l'investissement et aussi la gestion du projet. Parce que beaucoup d'entreprises, c'est pas leur cœur de métier de faire de la décarbonation. Et donc, elles n'ont pas forcément le temps, les ressources. Et donc, on va prendre ça en charge. Ok, et comment vous remboursez en quelque sorte? C'est quoi le modèle? Oui, alors c'est là où c'est intéressant pour les entreprises parce que nous, on va payer 100% de l'investissement nécessaire. D'accord. Et ensuite, l'entreprise nous rembourse, une fois que les travaux sont faits, sur les économies que le projet génère. Et sur des durées qui peuvent être très longues, puisqu'on peut aller jusqu'à 15 ans. D'accord. Donc ça ne coûte rien à l'entreprise. Ouais. Et en plus, elle rembourse qu'en fonction de la performance et des économies réalisées. Donc, alors, il y a évidemment des enjeux qui sont majeurs, les enjeux de décarbonation, parce qu'on était dans une bonne période où la France réussissait à faire baisser très régulièrement ses émissions de CO2. Bon, c'est un peu moins bien en 2025 par rapport à 2024. On est à moins 1,6 en 2025, au lieu des 5% qui étaient supposés par la stratégie nationale bas carbone. Peut-être une question très générale. Comment vous l'expliquez, comment vous percevez la période? C'est l'instabilité politique qui est une part d'explication. L'instabilité politique a pas mal joué parce que les entreprises ont été un peu figées. C'est-à-dire qu'elles ont arrêté un petit peu tous les investissements. Et puis surtout les investissements absolument pas nécessaires pour le fonctionnement de l'entreprise. Et donc la décarbonation, c'est pas forcément nécessaire pour le fonctionnement de l'entreprise. Donc on attend, on va voir comment ça se passe. Et donc il y a eu un peu un trou, je dirais. Là, aujourd'hui, c'est un peu plus... C'est reparti. Elle voit que, de toute façon, il va bien falloir le faire. Hein. Voilà. Avec une question évidemment centrale, qui est une question des moyens de l'État. D'après un rapport de la Cour des comptes qui date du mois de septembre dernier, septembre 2025, il faut 200 milliards d'euros par an à la France pour atteindre l'objectif de neutralité carbone en 2050. On est à plus de 3500 milliards de dettes et on a du mal à boucler le budget. Donc, il y a un principe de base, c'est que l'État n'y arrivera pas tout seul. Ah, c'est clair. C'est clair. Et tout ce qui est subvention aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué. Il y a beaucoup de pression, on l'a vu, sur le budget. Et donc, il y a des solutions alternatives. Ce que nous, on propose, c'est justement des alternatives. C'est du financement privé, si vous voulez, à la place de tout ce qui pourrait être subvention ou autre source de financement. Comment est-ce que ce que vous proposez chez Sofiac, ça s'articule avec l'action de l'État, les aides de l'État, éventuellement parfois les subventions dont vous parliez tout à l'heure? En fait, on est un complément. C'est-à-dire qu'on va aller regarder, évidemment, quelles subventions on peut avoir. C'est dommage de ne pas aller les chercher. Évidemment. Et une fois qu'on a vu quelles subventions on peut obtenir, nous, on va financer ce qu'on appelle le reste à charge, c'est-à-dire ce qui reste à payer après les subventions. Mais donc, on regarde d'abord toutes les subventions possibles et nous, on finance le reste. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne soupçonnent pas les subventions auxquelles elles ont droit? Oui. Il y en a beaucoup qui sont surprises. Là, j'ai eu récemment le cas d'une entreprise qui ne savait pas qu'elle pouvait avoir une subvention significative. C'était dans le cadre d'une connexion à un réseau de chaleur. Elle n'était pas du tout au courant. Et quand on leur a dit, d'un seul coup, ça a changé radicalement les choses. Parce que c'est quand même ça peut être assez compliqué, des subventions. Il y a pas mal de sources. On peut aller les chercher sur pas mal de choses. Et pour une entreprise, ce n'est pas forcément évident à trouver. Bien sûr. Ça fait partie de votre expertise aussi? Ah oui, tout à fait. Tout à fait, On va s'appuyer sur des partenaires spécialisés qui sont vraiment spécialisés dans le domaine. Sur les subventions, vous allez trouver des entreprises spécialisées sur les subventions publiques, par exemple, et puis d'autres sur les subventions, ce qu'on appelle les subventions privées, les certificats d'économie d'énergie. Et eux sont vraiment des spécialistes. Et nous, on les fait jouer. Vous les intégrez dans votre proposition, d'accord. Voilà, pour que le client en bénéficie complètement.
Ça peut aller jusqu'à quel montant? Et puis ensuite, on va vraiment revenir sur le détail de ce que vous proposez, mais ça peut aller jusqu'à quel pourcentage de l'enveloppe globale? Alors, ça peut être très important, mais en général, quand c'est très important, c'est pas des trop grosses choses. Donc on est, je dirais, de l'ordre de 30%, de manière générale, entre 15 et 30% de l'investissement, ce qui est significatif. Ce qui est déjà significatif, mais donc ça veut dire qu'il reste entre 85 et 70% à financer. Quel type d'entreprise vous ciblez? Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a un type d'entreprise que vous ciblez? Alors, on cible les entreprises du secteur privé, grosses PME, ETI, et puis filiales de grands groupes, si vous voulez. En fait, nous, on a besoin que l'entreprise consomme quand même pas mal d'énergie pour que notre investissement ait de l'impact, en fait. Donc, on ne va pas aller chercher les toutes petites entreprises. On va aller chercher les entreprises qui consomment au moins 1 million d'euros d'énergie par an, tout confondu. Voilà. Vous avez commencé à répondre tout à l'heure, mais sur quelle durée? Ça peut aller jusqu'à quelle durée la récupération, le remboursement par des économies d'énergie? C'est entre 10 et 15 ans, de manière générale. Voilà. Donc, et plus on peut étendre loin, plus le projet peut être ambitieux pour le client. Parce que quand on rembourse sur 15 ans, on peut faire un plus gros projet au départ. Il faut taper gros dès le départ, vous voyez ce que je veux dire? Parce que alors, en vous écoutant, je réfléchis à un autre domaine qui est le domaine des particuliers, ma prime rénov, est-ce qu'on fait des petits gestes ou une rénovation d'ensemble? Est-ce que alors c'est pas exact, c'est pas la même chose, hein, mais est-ce que quand vous engagez comme ça une discussion avec une entreprise, vous leur dites, écoutez, il faut y aller à fond tout de suite parce que ça vous permettra d'avoir des gains en économie d'énergie plus rapides? Exactement, c'est le but. Souvent, l'entreprise a une idée d'un projet qu'elle voudrait faire, etc., mais on en trouve plein autour. Par exemple? Ça peut être, je sais pas, une entreprise qui va changer sa chaudière pour des pompes à chaleur, puis en regardant, on s'aperçoit qu'on peut faire de la récupération de chaleur, qu'on peut changer les éclairages pour mettre des LED, qu'on peut faire... Et donc, on va essayer de grossir le projet au maximum pour que l'impact soit le plus important possible. Et souvent, les entreprises n'ont pas forcément identifié toutes ces possibilités. Et ce que nous, on fait, c'est ça. C'est vraiment de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour maximiser le projet. Alors on peut prendre un exemple, je crois qu'il y a eu une décarbonation assez importante auprès d'une coopérative agricole près de Pau. C'est ça. Racontez-moi, c'était quoi le défi d'origine, quoi? En fait, c'est une grosse coopérative agricole qui s'appelle Euralis, qui est basée à l'Escar, juste à côté de Pau. Et eux avaient pour objectif de se décarboner. Et leur grosse consommation carbonée venait du séchage. En fait, c'est une coopérative, il y a 9000 agriculteurs derrière qui amènent leur récolte de maïs. Et la grosse consommation était liée au séchage des grains de maïs. Parce que pour pouvoir les stocker, il faut les sécher après la récolte. Et le séchage se faisait avec des séchoirs au gaz. Donc, il y avait des consommations de gaz absolument phénoménales. Et en fait, ils se sont rendus compte que quand ils récupèrent les grains de maïs, il reste ce qu'on appelle les rafles, c'est-à-dire l'épi de maïs, qui est un déchet. Et donc, pourquoi on ne brûlerait pas ces déchets pour faire de la chaleur et sécher les grains de maïs? Et donc, le projet est autour d'une chaudière biomasse qui va brûler les rafles de maïs et pour sécher le maïs, et on va se passer du gaz. Et donc là, on obtient une décarbonation de l'ordre de 66%, 2 tiers de... C'est énorme, 66%. C'est énorme, Et puis avec en plus une logique de souveraineté, d'économie circulaire, de valorisation de ces déchets ou de ces coproduits. Exactement. Qui a l'idée dans ces cas-là? Parce qu'eux, ils viennent vers vous en se disant « Ah, quand même, il y a peut-être quelque chose à faire là avec nos déchets » ou est-ce que c'est vous qui avez le déclic? Là, l'idée était déjà dans les cartons depuis un moment. Le problème était le financement. C'est-à-dire qu'il faut payer... c'est un investissement de plus de 10 millions d'euros, donc il fallait pouvoir investir sur ça, avec un retour qui est relativement long, et ils n'étaient pas prêts à le faire. Et quand on s'est rencontrés, ils ont dit, c'est la solution, on va pouvoir faire ce projet. Et donc, c'est là où les discussions ont démarré. Alors, vous avez, il y a plusieurs actualités autour de Sofiac France. Juillet 2024, une levée de 150 millions d'euros, quand même une belle levée de fonds, auprès de 3 établissements bancaires. Pourquoi vous en aviez besoin? Qu'est-ce que ça a apporté? Quelle stratégie autour de cette levée de fonds? En fait, souvent, ce qui se passe, c'est que les gens vont aller trouver des projets et puis après chercher des fonds.
Nous, on a décidé de faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on a dit, on va d'abord réunir les fonds, et puis une fois qu'on a les fonds, on va pouvoir investir. Ça ira plus vite. Parce que souvent, on a un projet, mais le temps de chercher de l'argent, ça prend beaucoup de temps. Nous, on a fait l'inverse. On a passé beaucoup de temps à trouver de l'argent, lever des fonds. Et aujourd'hui, on est capable d'investir très rapidement dans des projets de clients, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est fixé, c'est l'expérience qu'on a eue au Canada. On a vu que c'était une méthode qui était plutôt efficace. Et donc, ça veut dire que vous avez déjà, à partir de ces 150 millions d'euros, financé combien de projets ? On est sur un certain nombre de projets. Malheureusement, c'est en cours, mais je peux pas encore en parler. Le Ralis, c'est celui le client nous a autorisé d'en parler. Mais on a pas mal d'autres. On peut dire quel montant ça on est dans les 70 millions d'euros qui ont été identifiés et en cours de développement. Ce sont des gros investissements. Ça veut dire que cette logique-là, il va falloir la répéter ? C'est-à-dire que quand vous aurez, entre guillemets, consommé ces 150 millions d'euros, et donc les banques, les partenaires bancaires que vous allez voir, est-ce que c'est nouveau pour eux comme logique ? Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que c'est un modèle dont ils n'ont pas l'habitude et donc, comme d'habitude, comme toujours, un peu de réticence au départ ? Notre modèle était nouveau pour elles. En particulier, le fait d'aller les voir en disant on a besoin d'argent, mais on ne sait pas encore qui sont les clients et quels sont les projets. Alors là, c'était un petit peu compliqué. Mais il y a un clair intérêt des banques pour tout ce domaine de la décarbonation, de l'efficacité énergétique. Donc, elles étaient intéressées. Donc, on peut citer, il y a la Banque Postale notamment. La Banque Postale, BNP Paribas, et puis MUFG, donc, qui est une banque japonaise, donc, qui est Mitsubishi Bank, en fait. Autre actualité avec Sobre Énergie. Alors, c'est quoi Sobre Énergie ? Et puis, pourquoi vous êtes, je crois que c'est un bureau d'études, c'est ça ? Pourquoi vous êtes associé avec Alors, nous, on s'associe aussi pour développer nos activités avec des partenaires qui sont sur des segments bien précis. Sobre Énergie sont sur l'immobilier de manière générale. Donc, typiquement, de l'immobilier de bureau. En fait, c'est une filiale de la banque, du groupe La Poste. La Poste ayant plus de 10 000 bâtiments en France. Ils s'occupent des bâtiments de La Poste. Et donc, ils ont développé des solutions pour pouvoir identifier dans les bâtiments les consommations d'énergie d'abord, et ensuite tout ce qui est moyen de réduire ces consommations. Et ensuite arrive le problème du financement. C'est là où on arrive. C'est là que vous êtes la brique supplémentaire, en quelque sorte. Ouais. C'est venu d'eux ou c'est venu de vous ? On s'est rencontrés et puis on a vu que on était assez complémentaires. C'est souvent le cas. Eux avaient des projets qu'ils avaient déterminés chez des clients où le client leur a dit c'est intéressant mais on n'a pas l'argent. Et puis donc c'est là où on a vu que c'était assez complémentaire nos activités. Il y a un exemple de projet commun là sur lequel vous êtes et dont vous pouvez parler ? En cours, mais malheureusement. C'est trop tôt. C'est trop tôt. Bon, ok. Alors vous savez, il y a un principe dans cette émission, c'est que l'invité du Grand Entretien pose une question à celui ou celle qui lui succède la semaine suivante. À votre place, la semaine dernière, il y avait Sébastien Fraisse, le président d'Indigo Group. On l'écoute. Bonjour Stéphane, une question puisque vous proposez d'assister les entreprises dans la réduction de leurs émissions carbone dans leurs bâtiments. Il y a beaucoup d'entreprises qui réalisent leurs activités dans des bâtiments qui ne leur appartiennent pas. Et donc il y a un propriétaire, il y a un locataire, acteur économique. Comment vous arrivez à réconcilier des approches et des intérêts qui peuvent quand même à certains moments diverger ? Est-ce que ça vous arrive souvent, ça ? C'est une très bonne question. D'avoir un propriétaire, un locataire surtout dans actif, le domaine immobilier. Typiquement des bureaux. Aujourd'hui, tout le monde loue des bureaux, mais rares sont les propriétaires qui occupent leurs bureaux. Et donc, on se retrouve dans beaucoup de cas avec cette dualité entre le bailleur et le locataire. Mais il y a quand même quelque chose, c'est que le propriétaire du bâtiment a un intérêt à faire monter la valeur verte de son bâtiment, de faire que son bâtiment, et surtout aujourd'hui, où louer des bâtiments de bureaux est devenu compliqué, si le bâtiment est plus vert, il consomme moins, etc., il va attirer des locataires. Et de l'autre côté, le locataire, lui, a un intérêt à payer moins cher son électricité, son gaz, etc. Donc, il a un intérêt à avoir un bâtiment qui est plutôt efficace. Et donc, on arrive à faire discuter les deux pour avancer sur ces choses. Mais c'est plus compliqué que si c'est juste un seul acteur qui a... Parce que
c'est d'abord le propriétaire qui mène ses investissements, ou alors il peut... Nous, on va investir pour le propriétaire. Ouais, c'est ça. Et après, la discussion, c'est entre lui et son locataire, de voir est-ce que le locataire peut pas lui reverser une partie, parce que le locataire va faire des économies significatives sur les consommations. Et donc après, c'est une discussion. Oui, effectivement. Si on parle un peu du contexte général, qui est un contexte plutôt de coup de frein sur les enjeux, et peut-être aussi, vous allez me répondre oui ou non, sur les investissements environnementaux et les investissements de décarbonation. Déjà, est-ce que vous ressentez ce climat général la prudence Alors, on l'a beaucoup ressenti en 2024, là, au moment des changements gouvernementaux, l'instabilité, etc., où toutes les entreprises se sont un peu arrêtées. C'est reparti. Aujourd'hui, les gens se rendent compte qu'il faut faire. Bon, il y a de la prudence quand même. Et par contre, l'intérêt d'une solution comme la nôtre, c'est que justement, c'est pas l'entreprise qui investit, c'est nous. La crise énergétique née de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ça a été, j'imagine, pour vous un élément déclencheur majeur chez vos clients. Oui, alors à l'époque, les gens nous appelaient en disant est-ce que le mois prochain, je peux faire des économies ? Ça va prendre un peu plus de temps. Par contre, ça a eu un intérêt, c'est que les entreprises se sont rendues compte qu'elles sont extrêmement vulnérables au prix de l'énergie. Et donc, ça a quand même déclenché quelque chose où elles se disent faut qu'on planifie de réduire notre dépendance, en particulier dépendance sur le gaz. Voilà. Et donc, il y a beaucoup de projets autour de je vais réduire ma consommation de gaz, j'électrifie mes process, je remplace des chaudières par des pompes à chaleur, voilà, en se disant, si le marché devient instable au niveau du gaz, je suis un peu plus protégé en faisant ces projets-là. Le meilleur argument, quand vous cherchez à convaincre une entreprise, un client, c'est d'abord l'argument économique, j'imagine. C'est principalement. On peut parler d'engagement environnemental, de marque employeur, de marque entreprise, de feuille de route RSE, mais c'est d'abord combien ça va me coûter et combien je vais économiser. Oui, alors il y a quand même les entreprises qui ont décidé de décarboner, qui vont à marche forcée. Par contre, il faut que le projet soit rentable. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas le faire comme ça, juste. Mais on trouve des solutions. Et le cas de Rallis est très parlant, c'est que ça leur coûte moins cher de faire comme ça, parce que les rafles de maïs, elles leur coûtent rien, alors que le gaz, elles le payaient. Et donc, il y a des projets qui sont évidents et qui vont coûter moins cher à faire aux entreprises. Est-ce qu'il y a une garantie, c'est-à-dire que pour les entreprises, pour vos clients, vous garantissez un certain nombre d'économies d'énergie post-travaux et comment vous les rassurez en quelque sorte? Le principe est effectivement ça, c'est qu'on va faire un projet où on garantit le niveau d'économie, ce qui fait qu'on garantit finalement ce qu'elles vont avoir à payer, et on garantit qu'elles ne paieront pas plus que ce qui est prévu. Il y a des bonnes ou des mauvaises surprises par rapport à la feuille de route initiale? Non, il n'y a pas de mauvaise surprise. C'est-à-dire que nous, on passe beaucoup de temps à vraiment s'assurer que ça va fonctionner. Après, c'est pas, si vous voulez, vous remplacez une ampoule qui consomme un certain wattage par une autre, l'économie sera là, quoi qu'il arrive. Donc en fait, si vous voulez, c'est assez logique. L'aspect fluctuant, ça peut être sur le prix de l'énergie, de certaines sources d'énergie par rapport à d'autres. L'électricité, par rapport au gaz, etc. Donc ça, par contre, ça reste une responsabilité du client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le client, c'est lui qui achète son énergie, c'est lui qui porte ce risque. Là, on ne change pas la répartition des risques. Ça reste un risque client. Nous, ce qu'on lui garantit, c'est la réduction en volume d'électricité ou en kilowattheure d'électricité, en mètres cubes de gaz. Par contre, le prix de l'énergie reste son risque comme ça l'est aujourd'hui. Je vais vous citer, décarboner, ce n'est pas renoncer à la croissance, c'est choisir une croissance compatible avec le climat. Pour moi, c'est une évidence, mais pourquoi il faut encore le répéter? Il faut encore convaincre là-dessus? Oui, parce que ça peut être mal compris. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas forcément ce que le terme décarbonation veut dire. Ça peut avoir une connotation un peu négative. Oui, mais si on décarbone, donc ça veut dire réduire notre production. Non, c'est pas réduire votre production, c'est faire autrement. Il y a besoin de l'expliquer quelquefois. De plus en plus, les gens le comprennent, mais c'est pas toujours le cas.
Oui, avec une forme de combat qui est aussi un combat politique. Quand on a un président américain qui fait sa campagne avec le drill, baby drill, fort, bébé, fort, donc il est dans le contre-discours finalement par rapport au vôtre. Oui, mais on n'est pas... Encore une fois, les entreprises se sont rendues compte de leur dépendance au gaz, aux énergies fossiles. Et donc, il y a quand même des plans qui se mettent en place. Il y a pas mal de choses qui... Et pour ça... ce qui s'est passé les dernières années ont vraiment fait comprendre aux gens attention, quoi. Mais oui, je suis d'accord avec vous, mais j'ai quand même un bémol ou un doute sur l'engagement européen d'aujourd'hui. C'est-à-dire est-ce que vous vous sentez moins soutenu finalement par une législation européenne non, avec la loi Omnibus, avec le retour en arrière sur la CSRD, parce que finalement, une entreprise qui décarbone, elle va pouvoir rentrer dans son bilan financier, extra-financier, cette décarbonation. C'était aussi un argument, j'imagine, pour décarboner, notamment avec des clients qui peuvent être des grands groupes ou des ETI. Aujourd'hui, il y a moins d'obligations. Oui, ça a un petit peu relâché les choses. Les objectifs sont un peu moins stricts, mais nous, on voit quand même les entreprises. Elles savent qu'elles vont devoir y passer. Et la plupart du temps, elles se rendent compte que c'est financièrement intéressant. Ouais. Donc, c'est peut-être moins rapide, mais ça y va quand même. Ouais. Mais quand je parle de combat politique ou de combat culturel, est-ce que vous avez ce sentiment-là ? Et finalement de porter ça devrait être consensuel, vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. Sauf que quand on a en face de nous des politiques qui presque diabolisent ceux qui engagent la décarbonation ou qui font de la préservation de l'environnement un combat, qu'on soit une entreprise ou un État, de fait, vous rentrez dans un combat politique ou culturel. Non, vous n'avez pas ce sentiment-là. Non, pas du tout. Non, c'est vrai. Non. On est sur vraiment... parce que souvent, les entreprises se rendent compte que si demain, elles veulent continuer d'être là, elles veulent pouvoir continuer à produire, il faut faire des choses. Et même si, politiquement... Je vous pose la question parce que vous êtes actionnaire de Team for the Planet, qui est un mouvement collectif justement en faveur du combat contre le changement climatique. Déjà, pourquoi vous avez engagé cette démarche ? Team for the Planet, c'est quand même c'est la force d'un groupe avec de multiples contributeurs. Ouais. C'est si on se met tous ensemble à faire des petites choses, on arrive à faire des grandes choses en fait. Et moi, j'ai trouvé leur combat plutôt intéressant. Ils investissent dans des sociétés hyper innovantes, dans des solutions extrêmement intéressantes. Et personnellement, ça m'intéresse. Moi, je suis aussi un petit peu toutes les nouvelles technos qui sortent, etc. Et ils sont vraiment sur tous ces créneaux extrêmement intéressants. Est-ce que vous pensez... Alors, c'est des questions assez générales, mais en fait, quand on choisit une activité comme la vôtre, je trouve que c'est logique de se les poser. Là, vous parlez d'innovation, de technologie. Là aussi, il y a un débat entre ceux qui disent c'est la technologie qui va nous sauver, et puis ceux qui disent non, au contraire, il faut très clairement appuyer sur le frein en termes de consommation, etc., etc. On peut concilier les deux ? Aujourd'hui, la technologie est là pour faire tout ce qu'on devrait faire en termes de réduction de consommation, etc. Et ça, depuis des années. Il y a les outils. Tout est là. Et, par contre, il y a effectivement, ça continue de se développer. Et régulièrement, il y a des nouveaux produits qui sortent, encore plus efficaces, ça continue. Mais voilà, si on se dit toujours, je vais attendre que ça arrive, il ne se passe plus rien. On peut faire aujourd'hui. Et demain, ça en fera même encore mieux, mais il ne faut pas attendre, en fait. Et alors, autre question, et vous êtes vraiment au cœur de cet enjeu-là, sur l'efficacité publique ou privée pour accélérer cette décarbonation et cette lutte contre le réchauffement. Vous pensez qu'un euro privé est plus efficace qu'un euro public ? Nous, alors, chez Sofiac, on a de l'argent public et privé. Donc, on a déjà un mix des deux. Ouais. Difficile de dire. L'argent public, par les subventions, est très efficace, parce que nous, on s'en sert, et c'est des subventions qui sont extrêmement... pour les obtenir, c'est parfois très compliqué. Il faut vraiment montrer patte blanche, il faut montrer que le projet va beaucoup décarboner,
Voilà, donc c'est efficace. Ce qui est plutôt bon signe. Hein, ce qui est plutôt bon signe. Mais l'argent public n'est pas distribué n'importe comment. Ça couvre pas tout. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et après, il reste tout le reste à financer. C'est une petite partie qui permet de subventionner, mais après, il reste le reste. Les deux sont nécessaires. C'est difficile de dire que l'un est plus efficace que l'autre. Mais avec quand même un argent public qui se raréfie. Oui. Bah notamment sur les enjeux environnementaux. Oui. Ça, c'est clair que les subventions qu'on a aujourd'hui, peut-être que dans quelques années, il n'y en aura plus. Votre modèle, il tient sans ces subventions ? Ah oui, tout à fait. Ça vous arrive de financer 100% d'un projet ? Ah oui. Bah, il y a plein de projets où il n'y a pas de subvention. Typiquement, des projets, par exemple, aujourd'hui, autour de solarisation, donc de mettre des panneaux solaires pour éviter d'acheter de l'électricité sur le réseau. Il n'y a plus de subvention sur ça. Donc, mais les projets, aujourd'hui, on les fait sans besoin de subvention. Est-ce que ces projets-là, ils ne sont pas, d'une certaine façon, plus solides que ceux qui dépendent de l'argent public, ou en partie de l'argent public ? Non, parce qu'en fait, les subventions, on sait combien on peut toucher aujourd'hui, et puis on demande, on obtient une subvention, puis on y va. Par contre, si demain, effectivement, la subvention, en fait, elles vont pas disparaître du jour au lendemain. Par contre, elles vont diminuer progressivement. C'est ce qu'on voit beaucoup. Donc, il faut l'intégrer. Vous l'intégrerez au projet suivant. Merci beaucoup, Stéphane Le Gentil. À bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables.